Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Au cœur de l'actualité ce soir, première prise de contact avec les autorités du pays pour Dominique Sorin. Le nouveau commissaire arrivé hier soir à Tahiti a enchaîné les rendez-vous aujourd'hui. Parmi les priorités du représentant de l'État, le développement du territoire et le post-nucléaire. Une autorisation électronique pour entrer en Nouvelle-Zélande. Elle sera obligatoire à partir du 1er octobre. À l'instar de l'ESTA américain, l'ETA est une mesure de sécurité mise en place par le gouvernement. Il faudra compter minimum 72 heures avant le départ pour l'obtenir. 500 Polynésiens sont aujourd'hui couverts par la télémédecine, une pratique idéale pour la Polynésie mais qui peine à se développer. Pourtant, une petite société ambitionne d'assurer un jour à distance le suivi des patients les plus isolés. Vous l'avez compris, nous parlons santé avec la couverture universelle. En matière de santé, il en sera question avec Corinne Capuano, la déléguée de l'OMS pour le Pacifique, en visite à Tahiti, et notre invitée ce soir. La Tahiti Pro, c'est pour bientôt. La compétition qui réunit les meilleurs surfeurs du monde sur la vague de Te Ahupo sera précédée des traditionnels trials. Elle aura lieu du 21 août au 1er septembre et nous serons en direct sur nos 3 médias pour vous faire vivre cet événement. À peine arrivé en Polynésie, le haut-commissaire Dominique Sorin s'est prêté ce matin à la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes au monument aux morts de Papeete. Le nouveau représentant de l'État a rendu hommage aux soldats polynésiens décédés au combat. Un haut-commissaire désireux de s'imprégner des réalités locales, et c'est dans cet esprit qu'il a multiplié aujourd'hui les rencontres protocolaires avec les autorités politiques et notamment avec Édouard Fritch. On voit cela avec Thierry Stampfler et Hubert Liao. Les élus étaient évidemment désireux d'évaluer le degré de connaissance par le nouveau haut-commissaire des dossiers en cours et de commencer à voir comment orienter le nouvel arrivant et l'État à travers lui vers les priorités souhaitées par la majorité au pouvoir en Polynésie. Édouard Fritch estime bénéficier désormais de l'oreille de Paris et donc aussi des services de l'État en Polynésie. Tout ce que fait l'État en Polynésie française, je suis informé, je peux remettre en cause certaines choses. Et si ça ne passe pas ici, je vais à Paris. Mais en général, ça se passe bien. Homme d'expérience, avec notamment des postes à La Réunion et Mayotte, Dominique Sorin a même été secrétaire général du ministère des Outre-mer. Dans son premier discours, il s'est dit vouloir d'abord être au service de la population et envisage donc de se faire son opinion à travers ses entretiens avec les élus locaux. Mais aussi avec les associations, tout type d'associations. Puis je compte aussi me déplacer sur le territoire pour être en contact, pour voir les réalités de près. J'ai toujours fonctionné de cette façon et j'ai bien l'intention de continuer ici en Polynésie française, parce que c'est important d'avoir ce contact et cette connaissance de la réalité surtout, cette perception. Les dossiers qui sont très bien faits, mais c'est le vécu. Parmi les autres rencontres protocolaires du jour, l'Assemblée de Polynésie, qui ambitionne aussi de jouer un rôle important à l'international, rejoignant le désir de la France de peser dans les discussions avec les autres pays du Pacifique. C'est cette idée du rayonnement de la France dans le Pacifique, de cette stratégie indo-pacifique de la France dans cette partie du monde. Ça, je pense qu'il faut que la Polynésie se prépare effectivement à être cette vitrine de la France dans le Pacifique où les gens se rencontrent, où on débat des sujets importants comme les changements climatiques. Comme il le dit lui-même, la priorité pour le nouveau commissaire va être d'échanger tout azimut pour s'imprégner de certaines réalités locales et de se déplacer ensuite à travers le territoire pour mieux le connaître. Et hier soir, à sa descente d'avion, le haut-commissaire était accueilli par le président du pays et par le président de l'Assemblée. Il a également été couronné par les parlementaires polynésiens avant de découvrir l'accueil traditionnel qui lui était réservé. Dominique Sorin, interrogé par les journalistes présents, a donné le ton et affiché ses priorités. Des priorités parmi lesquelles notamment le développement du territoire en partenariat avec le pays. Le haut-commissaire entend également travailler sur l'après-nucléaire pour une Polynésie au sein de la République, comme il le confirme à Natacha Silagi.
Et continuer à travailler, je dirais, main dans la main avec le pays sur un certain nombre de dossiers pour développer le territoire. C'est ça ma plus grande des priorités, c'est continuer ce travail pour développer la Polynésie française. L'État est là pour apporter son soutien dans le respect des compétences de chacun. Après, il y a des dossiers beaucoup plus emblématiques, et je le cite dès mon arrivée. C'est tout ce qu'on peut qualifier du post-nucléaire. C'est tout ce qui est mémoire sur ce sujet, ce qui est indemnisation des victimes, c'est la remise en état d'un certain nombre de sites. Donc ça, c'est une des priorités. On a compris que vous étiez pour le partenariat entre l'État et le pays. Quelle est votre définition de l'autonomie ? Une répartition des compétences entre l'État et le Fénois, et les responsabilités. Mais ça veut dire aussi, c'est la Polynésie française dans la République. Oui, et parmi les autres priorités annoncées par le haut-commissaire, la question de l'attribution de la gestion de l'aéroport de Tahiti-Faa. Changement de propriétaire pour le Paul Gauguin. Le navire de croisière est racheté par Ponant, société du milliardaire français François Pinault et leader de la croisière de luxe. Le paquebot appartenait depuis 10 ans au groupe hôtelier Pacific Beachcomber de l'homme d'affaires Richard Bailey. Un nouveau propriétaire qui devrait se réjouir des bons chiffres du tourisme. Au mois de juin, la fréquentation touristique progresse de près de 11% par rapport à juin 2018. Une hausse largement alimentée par les voyageurs d'Amérique du Nord et de France. Et s'ils continuent leurs vacances vers la Nouvelle-Zélande, ces touristes devront dorénavant obtenir une autorisation. À compter du 1er octobre, il faudra détenir obligatoirement l'ETA, l'autorisation électronique de voyage, à l'instar de l'ESTA américain. Une mesure de sécurité que nous expliquent dans le détail Laurence Pourteau et Jérôme Lee. L'ETA, l'autorisation électronique de voyage pour la Nouvelle-Zélande, est une mesure de sécurité mise en place par le gouvernement. Ce n'est pas un visa et elle ne garantit pas l'entrée dans le pays. Les voyageurs devront toujours respecter certaines conditions, notamment avoir un billet retour. L'ETA est obligatoire pour les voyageurs qui n'ont pas de visa, qui sont résidents australiens, pour les croisiéristes, mais aussi pour les touristes en transit à Auckland. La mesure s'applique à partir du 1er octobre 2019. Il faudra compter au minimum 72 heures pour l'obtenir, par le biais du site des compagnies aériennes, d'un site et d'une application gouvernementale néo-zélandaise. Les agences de voyage peuvent également vous aider dans vos démarches. Il vous en coûtera de 9 à 12 $, auxquels s'ajoutent 35 $ par personne de taxes touristiques, l'IVL. Avant de vous rendre sur le site d'agrément, vous devrez vous munir de votre numéro de passeport, d'une photo, d'un email et de différentes informations personnelles. La Nouvelle-Zélande attire les Polynésiens puisque chaque année, vous êtes environ 17 000 à visiter ce pays. Les Kiwis qui ont eu la surprise de voir débarquer une cargaison de cocaïne sur une de leurs plages. La découverte a eu lieu mercredi soir à Bethels Beach, à l'ouest d'Auckland. Valeur estimée de la drogue à la revente 3 millions de dollars néo-zélandais, soit plus de 200 millions de francs. À Tahiti, c'est l'ICE qui fait l'actualité avec la condamnation d'un SDF de 27 ans à 3 mois de prison ferme pour des faits de trafic et de détention d'ICE. À Moorea, le projet de 3 lotissements à Te Avaro ne fait pas l'unanimité. Hier soir, lors d'une réunion publique, le promoteur l'a présenté à plus de 200 habitants. Les riverains sont opposés à cet aménagement de 57 000 m² au motif qu'il détruirait l'environnement et les vestiges culturels. Olivier Biodet s'engage donc à rencontrer la population de manière mensuelle. Écoutez. Et dès la semaine prochaine, on se mettra autour de la table avec les associations pour essayer de trouver un projet qui puisse être un peu novateur du point de vue environnemental. Aujourd'hui, ce projet, moi je crois, un projet de développement durable pour cette terre. Peut-être que je n'ai pas pris tous les éléments en compte. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que la population m'a fait remonter. J'en prends acte et je l'ai dit et je le répète, je ne passerai pas ce projet en force, je le passerai avec la population. Et par contre, je suis évidemment prêt aussi à laisser ce projet dans les mains du petit pays ou de la commune, s'ils en ont les moyens et s'ils le souhaitent.
faire quelque chose de conjoint aussi, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Non, c'est ce que tu aurais dû faire dès le début, à partir de la semaine prochaine, mais de s'asseoir avec la population, avec la mairie de Montréal, et penser un projet pour la population, et surtout penser un projet pour la population et édicté, mis en place par la population. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, le projet déjà va passer comme une lettre à la poste. Et on est sûr, au vu de tout ce qui a été dit ce soir, que tous les problèmes environnementaux, en tout cas, seront pris vraiment comme problème majeur. Ce chiffre à présent 500, c'est le nombre de Polynésiens couverts par la télémédecine. Des salariés essentiellement des atolls privés de Tetiaroa et Nukutepipi ainsi que de la ferme perlière de Robert Van à Marutea. La télémédecine, on en parle depuis des années sans vraiment la voir se développer. Pourtant, une petite société continue d'y croire avec l'ambition d'assurer un jour, à distance, le suivi des patients en longue maladie les plus isolés. Reportage Florence O'Kelly, Sandroli. À quelques pas des urgences, une poignée d'infirmiers expérimentent la médecine de demain avec la connexion Internet d'hier. On a fait pas mal de tests et on arrive à fonctionner avec des niveaux de 1,2, 1,3 mégabits par seconde. Donc voilà, ce qui n'est pas très élevé. On a fait des essais à Rapa, on a fait des essais à Pitcairn. Ce matin, un point est prévu avec Tetiaroa, où une jeune infirmière fait ses premières armes. Après quelques tentatives, nous établissons enfin la connexion. Tu m'entends, Tiffaine ? Oui. Ok, très bien. Tiffaine se familiarise avec sa mallette de télémédecine. Une consultation enregistrée, comme à chaque fois. La vidéo et les données vitales du patient partent ensuite dans un cloud. Elles seront étudiées par un médecin à Papeete. C'est une expérience assez unique au niveau professionnel. C'est une manière de travailler qui est vraiment différente de tout ce que j'ai pu faire avant. La fameuse mallette de télémédecine, la voici. C'est elle qui fait de ces infirmiers le bras armé des médecins dans les îles les plus reculées. L'infirmière est au cœur du projet et en fait elle va faire le lien entre le patient, le télémédecin, mais elle va aussi être en fait à même de gérer l'infirmerie tout en respectant des procédures et avec l'appui logistique derrière de Fenua Medex. L'ambition à terme, c'est d'aller encore plus loin avec de nouveaux outils pour réaliser des échographies et plus encore. L'idée, c'est de faire tout le suivi sur le site même de vie des personnes. Parce qu'on sait que, par exemple, un diabétique doit avoir certains examens complémentaires tous les ans, notamment la rétinographie, qui est la photo du fond de l'œil, qui est un examen qui est vraiment très important pour juger de l'évolution de la pathologie. Ce suivi des diabétiques à distance, Fenua Medex espère le tester aux Marquises. Choisi en raison du câble sous-marin, les tests pourraient démarrer dès la fin de l'année. La moitié de la population mondiale n'a toujours pas accès aux services de santé de base. La couverture universelle de la santé intéresse donc les représentants de l'OMS de la région. On en parle avec Corinne Capuano. Bonsoir madame. Vous êtes la déléguée de l'Organisation mondiale de la santé pour le Pacifique Sud. Merci d'être avec nous. Le directeur général de l'OMS estime que les pays du Pacifique pourraient bénéficier de l'expérience de la Polynésie. En quoi le modèle polynésien est-il un exemple pour le Pacifique ? Tout à fait, merci beaucoup pour votre invitation. Nous avons eu la chance de visiter en fait, le centre de Mororia et le centre hospitalier. Et donc les ministres du Pacifique ont pu voir un petit peu de quelle manière les soins de santé primaires sont mis en place en Polynésie française, de même que les services qui sont fournis au niveau du centre hospitalier. Et c'était pour la première fois pour un certain nombre de ministres de voir ce type de service dans la région du Pacifique. Donc c'était vraiment une ouverture très intéressante et donc qui va permettre d'échanger des expériences avec les autres pays du Pacifique. Alors je vous ai vu réagir sur notre reportage sur la télémédecine. Vous pensez que c'est l'avenir justement pour les pays du Pacifique ? Oui, alors écoutez, c'était un reportage très intéressant. En effet, vous l'avez très bien montré, le potentiel de ces technologies devrait permettre de pouvoir faire le lien entre justement ces centres de santé éloignés, donc dispersés, et donner accès aux patients à des soins de santé qu'on appelle les soins de santé tertiaires, des soins de santé spécialisés, sans avoir à se déplacer. Et donc, il y a un potentiel très intéressant.
et en particulier pour les pays du Pacifique, compte tenu de l'immense dispersion géographique et de la nécessité d'apporter des soins de qualité aux personnes les plus isolées. Alors c'est une pratique qui nécessite tout de même des télécommunications très puissantes. Ici en Polynésie, on n'en est pas encore à pouvoir couvrir toutes les îles. Donc il faudrait des moyens quand même assez importants. Oui, c'est un petit peu le problème qui se pose dans toutes les îles du Pacifique, c'est qu'aujourd'hui, les connexions ne sont pas suffisantes, mais avec le câble qui se développe, on espère donc de pouvoir mettre en place, de voir plus de technologies comme celle-ci mises en place. Vous accompagnez les ministres justement du Pacifique au sujet des débats qui ont eu lieu cette semaine, notamment les maladies non transmissibles comme l'obésité, le diabète, des maladies qui touchent le monde entier. Quels sont les projets de l'OMS dans la région pour lutter contre ces maladies ? Alors effectivement, ça a été l'objet de beaucoup de discussions au cours de ces 3 derniers jours, puisque le Pacifique doit faire face à des taux parmi les plus élevés au monde de maladies non transmissibles. Certains pays ont jusqu'à plus de 60% de population adulte obèse. Dans d'autres pays où les mêmes, parfois plus de 50% de la population fume. Donc il y a un véritable problème de santé publique. L'une des actions qui a été soulignée pendant ces quelques jours est la nécessité d'une interaction entre les différents secteurs, puisque ce n'est pas un domaine qui peut être résolu par le seul système de santé. Il doit mettre en place, si vous voulez, une intersectorialité. Il faut travailler ensemble avec les ministères, par exemple, du tourisme, de l'agriculture, les douanes, la santé, bien sûr. Et donc, il est nécessaire de travailler ensemble pour résoudre ce problème qui est extrêmement complexe et qui a besoin de mise en place d'actions On l'a bien compris, Corinne Capuano, ce n'est pas pour demain. Donc, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. Ils ont reçu leur matériel pour une rentrée en bonne et due forme. Une trentaine d'élèves du collège de Taunoa ont bénéficié d'une remise de cartables par l'association Papeete Centre-Ville en partenariat avec la mairie de Papeete. Des élèves pour la plupart choisis sur des critères sociaux. Ce matin, Abinera Tematahotoa a rencontré le principal du collège de Taunoa, Hervé Bardot. On l'écoute. Des élèves de tous les niveaux, 6e, 5e, 4e et 3e, aussi bien élèves de collège que de la SECPA. Il faut sélectionner comment ces élèves ? Sur des critères sociaux, on connaît les élèves qui ont des difficultés financières à préparer la rentrée. Donc nous avons, avec notre assistante sociale qui est en train d'appeler les élèves en ce moment, sélectionné parmi les élèves à qui on peut apporter cette aide pour la rentrée. En sport, cette belle performance d'Arihei Le Hartel au championnat du monde cadet de taekwondo en Ouzbékistan. Le jeune athlète remporte la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 65 kilos. Pas moins de 550 sportifs âgés de 12 à 14 ans venant de 64 pays du monde se disputent le titre de champion du monde jusqu'au 10 août. Elle réunit les meilleurs surfeurs du monde sur la vague de Teahupo. La Tahiti Pro, c'est pour bientôt. La compétition sera précédée des traditionnels trials qui se feront en une journée entre le 16 et le 18 août. Une opportunité qui ne se présente qu'une fois par an, tant pour les compétiteurs locaux que pour l'économie de la commune. Le reportage de David Chang. Michel Bourrez, Mata Hidrolé et 2 trialistes. Il pourrait y avoir 4 Tahitiens à la Tahiti Pro cette année. C'est une première. Mata Hidrolé a reçu une wildcard, une invitation donnée par la WSL qui lui permet d'éviter la case des trials. Mais pour compléter le quatuor, il faudrait que 2 Tahitiens arrivent à se qualifier par les trials. Il doit ainsi y avoir une finale 100% tahitienne, comme c'était le cas pour Mateia Hekili et Tikani Smith l'an dernier. Et ce n'est pas la motivation qui manque. Ils ont une bonne préparation et apparemment ils ont envie de gagner et marquer l'année. Donc Matei là apparemment a très faim, donc il a déjà envie de se mesurer au numéro 1 de la WSL, du CT. Autre enjeu important de la Tahiti Pro pour la presqu'île, l'afflux de visiteurs. Les pensions affichent complet pendant la waiting period, un taux de remplissage avoisinant les 75% selon le comité du tourisme de Taiarapu. Cette année, le comité se chargera de l'accueil. Seul problème, les conditions de surf parfois très aléatoires.
notre calendrier ne sera pas figé. Parce que comme vous le savez, quand il y a des manifestations qui se passent en semaine, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Donc on ne peut pas mettre des animations en semaine, payer des gens pour faire l'animation s'il n'y a personne. La compétition de rang mondial va être organisée au bout de la route pour la 20e année consécutive. Une vague économique et sportive favorable que les commerçants et les athlètes locaux ont appris à surfer. Le rendez-vous est donc donné. Oui, rendez-vous donné à partir du 21 août et nous serons présents en exclusivité sur toutes les séries pour vous faire vivre en direct et au travers de nos pages spéciales l'événement sur nos 3 médias, radio, télé et web. Enfin, quand le Los Angeles Times confond Tahiti et Haïti, le quotidien californien Grand Seigneur offre à Tahiti Tourisme une pleine page de publicité pour se faire pardonner. Une belle promotion de la destination annoncée aujourd'hui par nos confrères de Radio 1. Une information à retenir ce soir, première prise de contact avec les autorités du pays pour Dominique Saurin. Le nouveau commissaire arrivé hier soir à Tahiti a enchaîné les rendez-vous aujourd'hui. Parmi les priorités du représentant de l'État, le développement du territoire et le post-nucléaire. Les titres de la presse. Demain, la Dépêche titrera sur l'environnement. Sous les plastiques, la plage. Pour Tahiti Info, c'est du surf. Un Tahitien dont Skelton Bay et Tahiti Pacifique, l'hebdomadaire Makatea, la Renaissance. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous, téléspectateurs, auditeurs et internautes, de nous renouveler votre confiance. Demain soir, vous retrouverez Brigitte Olivier. On se quitte sur la vague mythique de Te Ahupo. Excellente soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.